Un peu comme à la maison sur ce beau canapé. Peut-être avant de parler de Accor Hotel, est-ce que vous avez envie de réagir aux différents propos de Joël de René? Je serais bien prétentieux de réagir à ce que vient de dire Joël. Non seulement j'ai pas la moitié ou le quart de son expérience et de son expertise, mais je vais essayer de vous rendre un petit peu concret des mots. J'ai découvert que c'était vous qui avez inventé Uberisation. 5 minutes avant que vous le disiez, je disais justement on m'avait dit que Maurice Lévy l'avait inventé, donc ça m'a amusé de voir que finalement la rumeur était fausse. Je vais essayer de revenir sur des choses concrètes dans le cadre d'une entreprise comme Accor Hotel et comment on essaye d'embarquer ces technologies, ces pratiques consuméristes, consommatrices, et surtout comment le mobile est juste beaucoup plus au cœur de l'activité de nos clients que ne l'est l'Internet en général. Alors on va y revenir. Alors on rappelle, vous êtes directeur e-commerce et services digitaux, senior VP e-commerce et digital services. C'est pas facile à mettre sur Twitter, de accorhotel.com. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, ce qu'est ce groupe? Alors, Accor est un groupe ancien qui s'est basé à l'origine sur un certain nombre de marques hôtelières. Novotel était la marque historique. Premier Novotel de l'Équin date de la fin des années 60. Ensuite, ça a acquis un certain nombre d'autres marques assez connues sur le marché français, mais également dans le monde, comme Ibis, par exemple. Des rachats différents. Ça a commencé à se déployer sur des secteurs qui n'étaient plus l'hôtellerie, avec une branche qui sut appeler Accor Service et qui maintenant s'appelle Edenred, avec une activité qui n'était plus du tout de l'hôtellerie, qui n'est plus du tout de l'hôtellerie, qui est de l'activité de digitalisation de services, tickets restaurants, Cadeos et autres. Cette activité a été revendue et séparée en 2010 pour se recentrer sur le cœur du métier qui est l'hôtellerie. Je passe les passages divers et variés où Accor est passé en étant propriétaire du Club Med, de Go Voyage, d'Europecar, pour se recentrer au bout du compte sur l'hôtellerie. Le virage qu'a pris Sébastien Bazin en 2013, c'est de dire, on est hôtelier. On va peut-être y revenir dans un instant, mais juste en quelques chiffres. En quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est donc 4200 hôtels en propre, 2000 hôtels indépendants qui sont référencés sur la marketplace en complément, et un certain nombre d'activités qui ont été rajoutées à l'hôtellerie dans une dimension beaucoup plus générale du voyage et du parcours du compagnon de voyage. Alors on va y revenir. Il y a quelques années, en tout cas, votre groupe, comme d'autres groupes hôteliers, a, j'imagine, été surpris de voir arriver des startups, notamment Airbnb, et venir vous concurrencer un peu sur votre core business sans posséder le moindre hôtel. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu arriver ces Booking, ces Airbnb? Comment vous avez analysé la situation? Alors, l'approche de Booking.com, en l'occurrence, et d'Expedia, des agences en ligne, et celle d'Airbnb est très différente. Dans un cas, ils ont digitalisé un métier qui est de distribuer, même si en fait le mot distributeur est complètement faux, puisque ce ne sont pas des distributeurs. Le métier de distribution, par essence, est un métier où on achète un produit et on le revend. Et on prend le risque. Et on prend le risque. Une agence en ligne, quand vous réservez votre chambre d'hôtel, Booking.com ne prend aucun risque, puisqu'il ne pré-réserve aucune chambre. Donc tout son métier, c'est d'être capacité d'avoir une visibilité et une puissance d'exécution digitale qui fait le succès d'aujourd'hui de Booking.com. Donc ce qu'ils ont fait, ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, et Booking, maintenant c'est un duopole, il y a le groupe Booking.com et le groupe Expedia, c'est de faire d'une démarche qui est tout simplement une réservation, qui est pour 99% des gens dans la salle un acte d'une bêtise incroyable, puisque l'importance n'est pas là, l'important c'est le séjour. C'est ce qui va se passer quand je vais rentrer dans l'hôtel. En fait, de prendre toute la valeur à cet endroit-là. Donc la question, c'est comment fait-on nous? On a des canaux de réservation quand même relativement puissants, puisque... Ça vous a surpris? Vous avez trouvé ça injuste? Non, ça n'a pas surpris, parce que contrairement à Airbnb, ça ne s'est pas fait en une année. Booking.com est une entreprise qui a une grosse dizaine d'années, qui a commencé à exploser en 2008-2009. Vous voyez, 2008-2009, on est en 2016, donc c'est progressif. Ce qu'il y a, c'est que la différence avec Airbnb, c'est que maintenant, c'est une entreprise cotée au Nasdaq, qui pèse environ 60 milliards de dollars, qui fait un volume de profit considérable. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. Airbnb, c'est autre chose. Airbnb, on est dans le cas que Joël de René expliquait, qui est de dire, j'ai un service qui est historique. Enfin, un hôtel, ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Sauf que les chaînes hôtelières dans le monde, Accor, mais également toutes les grandes chaînes, sont parties plutôt vers un principe de dire on va standardiser l'expérience, parce qu'en standardisant l'expérience, on donnera une capacité aux voyageurs d'être rassurés.
Ce que les hôteliers en général, nous y compris, avons peu estimé, c'est la volonté des clients dans le monde, dans un grand nombre de pays, donc je ne parle pas que de la France, de vouloir autre chose quand on parle d'expérience en général. Le lieu, la chambre est important, mais finalement, la chambre n'est qu'un point axial central du séjour. Ce qui se passe autour, dans l'hôtel et autour de l'hôtel, est finalement beaucoup plus important pour le voyageur. D'où l'annonce qu'a fait Airbnb la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui est je sors de mon cœur business qui est de dire j'apporte des solutions, alors avec le gimmick et l'alibi qui est je vais chez l'habitant avec les belles publicités qui sont en fait relativement fictives, puisqu'on sait très bien qu'environ 30 à 50% des inventaires de Airbnb sont des inventaires professionnels. Donc on est loin du mythe du particulier qui accueille avec un petit guide, avec un petit verre, avec une petite bouteille de vin prête sur l'étagère pour faire découvrir le vin local, ainsi de suite. Bon, ça c'est plutôt le côté cliché. Par contre, on voit bien qu'ils ont cette volonté-là, de par leur taille, c'est d'aller bien au-delà de l'hébergement et de travailler sur de l'expérience. Il se trouve que c'est exactement ce que l'on fait par un certain nombre de produits. Alors on va y venir. En tout cas, des nouveaux barbares qui vous ont attaqué sur la chaîne de valeur, qui vous ont même parfois remplacé dans le cœur de certains de vos clients. Quelle a été donc la contre-attaque d'Accor Hôtel? Comment est-ce que vous avez décidé de disrupter les disrupteurs? Alors on l'a décidé, en fait ce qu'on essaye, avec nos moyens, on est important, on est une grande entreprise française, grande entreprise européenne. Je ne l'ai pas dit, mais on est entre 4e et 5e chaîne hôtelière dans le monde, donc il y a des chaînes plus importantes. Mais finalement, quand on regarde les moyens d'un Booking.com, d'un Airbnb, qui Airbnb a une valo qui est à peu près 3 fois la nôtre, grosso modo aujourd'hui, ils le font en se disant on va tester plein de choses. Donc ce qu'on applique chez Accor Hotel, malgré notre taille, on parle de 180 000 personnes, donc c'est quand même un peu un dinosaure et un mastodonte, c'est de lancer des nouvelles activités, de les acquérir et de tester avec des startups ou avec des nouveaux métiers des composantes du voyage pour faire en sorte qu'on apporte une valeur complète de bout en bout aux voyageurs. Et donc de sortir du métier d'hôtelier pur où on pense que ça ne peut pas être l'argument ultime pour conquérir un client. Alors l'une des premières formes d'évolution, c'est que Accor Hotel est devenu accorhotel.com. Ce site web, c'est aujourd'hui une véritable place de marché, puisqu'on y retrouve vos hôtels, mais pas que. Non, alors aujourd'hui, donc depuis 1 an et demi, on a fait ce que j'ai voulu appeler marketplace. Jusqu'à la veille, on se demandait avec notre CEO Sébastien Mazin si on allait utiliser ce terme-là. Moi, je lui ai dit que, grosso modo, c'était quand même le terme qui représentait le mieux ce qu'on faisait, qui avait été inventé par Amazon il y a 7-8 ans, dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir qu'est le retail. Et en fait, le fait de proposer sur un site de ce que j'appelle un producteur, donc qui a ses propres hôtels, ses propres marques, des produits qui sont parfois des concurrents et qui proposent globalement le même service que ses propres produits, j'ai trouvé que le terme marketplace était le plus adapté. Donc oui, on a lancé ça en juin 2015. C'est pas simple. C'est pas simple pour la bonne et simple raison, c'est qu'on invente un modèle. Donc on invente un modèle pour nous, en termes de gestion, mais on invente un modèle pour nos clients. C'est-à-dire que quand un client qui va sur accorhotel.com, on a 30 millions de porteurs de cartes de fidélité, il y va parce qu'il va y trouver des hôtels Accor, du très économique au luxe. Il ne s'attend pas à voir des hôtels qui ne sont pas Accor. Et donc au tout début, on a eu beaucoup de sujets où les clients réservaient et arrivaient dans un hôtel en disant j'ai ma carte de fidélité, je veux mon surclassement parce que je suis gold, et ainsi de suite. Et l'hôtelier qui lui dit monsieur, vous n'êtes pas chez Accor. Et donc apprendre tout ça, paradoxalement, c'est long et c'est compliqué. Mais on a quand même fait signer 2000 hôtels en 15 mois grosso modo. Ce qui fait que sur un certain nombre de destinations, on a parfois un inventaire indépendant largement supérieur à l'inventaire que l'on propose dans nos propres marques. Alors c'est une place de marché où on trouve donc des chambres Accor, des chambres de concurrents, mais pas que aujourd'hui des nuits d'hôtel. Vous vendez autre chose que des nuits d'hôtel. Voilà, alors on a complété maintenant par une autre thématique qui est l'activité de restaurant, parce qu'aujourd'hui on a 2500 restaurants dans le groupe, qui sont des restaurants d'hôtel. Alors je dis souvent qu'il y a restaurant et restaurant. Il y a des restaurants dans lesquels, en particulier en Europe, si vous ne dormez pas à l'hôtel, il y a peu de chances que vous mangiez au restaurant. Par contre, il y a énormément de zones dans le monde, que ce soit évidemment l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, les États-Unis, où le restaurant de l'hôtel est un lieu à part entière, où énormément de business est fait par des gens qui vont au restaurant sans séjourner à l'hôtel. Et donc on a décidé de prendre tous nos restaurants, les 2500, de les intégrer dans nos plateformes, et en particulier dans l'application. Et ce qui fait qu'au-delà du reste des hôtels Accor, des hôtels indépendants, on a mis nos restaurants. La phase d'après, c'est de travailler sur tout ce qui est service
locaux et tout ce qui est hébergement alternatif, donc ça veut évidemment des appartements, des villas. Alors, on va revenir là-dessus, mais il y a aussi la question des transports. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez proposer? Alors, les transports, on va travailler, on va mettre en place une solution de ce qu'on appelle de package, permettant de vendre du transport, principalement du vol avec de l'hôtel. Là, on est beaucoup plus dans la logique de dire certains hôtels ne s'achètent que très peu si le transport n'est pas lié. Donc on est plus dans un alibi, une solution de service complémentaire aux clients, un package, plutôt qu'un vrai service à part entière. Alors cette première partie un peu marketplace, j'imagine que c'est surtout la réponse à Booking, mais il y a aussi un second volet, effectivement, pour répondre plus à Airbnb, c'est cette idée que maintenant, sur Accor-Hôtel, on peut aussi réserver des appartements. Alors, c'est pas encore. D'abord, le groupe a acquis en majorité une entreprise qui s'appelle One Fine Stay, qui est principalement concentrée sur du service apartment, c'est-à-dire de l'appartement haut de gamme, mais pas du Airbnb classique, parce que si c'est pour faire la même chose, ça n'a pas de sens. Mais plutôt avec du service hôtelier, c'est-à-dire que quand vous allez chez One Fine Stay, vous louez un appartement qui est en exclusivité sur One Fine Stay et vous avez toute une couche de service, vous êtes accueilli par quelqu'un de One Fine Stay, vous avez du linge de maison de One Fine Stay, il y a le ménage qui est fait. Donc c'est comment je vis dans un appartement pendant 3 jours, 4 jours à Londres, à Paris, à New York, qui est un appartement haut de gamme, qui est un appartement qui ne fait pas du passage, parce que c'est le cas dans beaucoup d'appartements d'Airbnb, et en même temps, j'ai accès à un certain nombre de services hôteliers. Et pour nous, le fait, quand on dit comment on intègre ces ubérisateurs, j'aime pas le mot, mais bon, ces entreprises qui ont essayé de trouver des solutions alternatives, c'est non pas en essayant de faire la même chose, parce que pour nous, si on fait la même chose, on a perdu d'avance, parce qu'on sera le 2e, le 3e, le 12e, et ce n'est pas notre cœur business, donc on sera toujours illégitime. C'est pour ça que dans la marketplace, on ne fait pas du booking.com. On fait de la curation d'hôtels, c'est-à-dire que les hôtels qui sont sur notre marketplace, ils ont été choisis sur des critères bien particuliers. Jamais on va avoir 600 000 hôtels, jamais on va avoir 1 million d'appartements comme Airbnb. Voilà. C'est toujours trouver la différence pour le client. Et ça passe notamment par une montée en gamme? Oui, c'est un montée en gamme parce que concrètement, là où on fait la différence, le groupe Accor a été très innovant dans les années 70 quand ils ont développé Ibis, quand la marque Formule 1, qui s'appelle au téléphone, même si tout le monde continue d'appeler ça Formule 1, c'était hyper innovant. Alors tout le monde va rire, mais innovant parce que les toilettes n'étaient pas dans la chambre. C'est un truc qui n'existe qu'en France. Il n'y a qu'en France où on peut aller dans un hôtel sans avoir les toilettes dans sa chambre, mais c'était hyper innovant parce qu'on pouvait avoir pour 20 francs, 25 francs, une chambre d'hôtel, standardisée, propre, nettoyée. Donc ça, c'était l'innovation dans l'économique ou dans le low cost. Il est vrai qu'aujourd'hui, là où on veut vraiment se différencier dans le cadre de l'expérience client, c'est plutôt dans le milieu et le haut de gamme, parce que là, il y a une richesse de services possible. Alors vous parlez d'expérience client, on est au MMA Forum. Quelle est la place du mobile dans l'enrichissement de cette expérience? Qu'est-ce que vous faites de nouveau, par exemple, dans vos hôtels pour améliorer l'expérience de vos clients? Alors, ce qui est marrant, donc j'entendais tout à l'heure aussi Joël parler du CDO, on est probablement l'entreprise du CAC 40 qui fait le plus gros chiffre d'affaires sur Internet, puisqu'on fait pas loin de 40% de notre chiffre d'affaires sur Internet, c'est colossal pour un groupe de cette taille-là. Mais on n'a pas de CDO. Même avant, on avait quelqu'un qui était représenté dans la presse, dans le grand public et chez les professionnels, qui Vivek Badrinath, qui est parti du groupe il y a 1 mois et demi. Mais il n'était pas CDO, il était directeur général adjoint en charge de plein de choses, dont le digital. Donc, pourquoi je dis ça? Au-delà de l'anecdote du CDO super consultant et quel est son vrai rôle dans l'entreprise, puis en plus il y a eu une vague de CDO qui disparaissait, c'est que en fait le mobile, il va bien au-delà des activités que je gérais au préalable, qui étaient une activité purement marchande. Mon objectif était de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui réservent sur nos canaux. Et ben en fait le mobile, il fait que mes équipes maintenant développent beaucoup plus de choses que du simple transactionnel, mais avec des services qui sont liés à l'expérience à l'intérieur de l'hôtel, à l'intérieur de l'hébergement et autour de son expérience de voyage. C'est quoi par exemple? Alors par exemple, il y a 2 ans, on a acquis une start-up qui s'appelle Wipolo, qui est un compagnon de voyage qui permet de stocker toutes vos informations de voyage. Vous avez réservé un billet d'avion, vous avez réservé une location de voiture, un appartement Airbnb. Si vous avez un certain nombre de typologies de mails, le Wipolo scanne automatiquement votre boîte mail et va intégrer directement dans l'application Accor-Hôtel ou dans l'application Wipolo, parce qu'on a laissé les deux, tous les éléments, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'imprimer votre document. On vous informe si votre train ou votre avion est en retard, on vous informe si votre part d'embarquement a changé, et puis typiquement, vous allez prendre votre location de voiture Europcar et vous dites quel est mon numéro de résa, je n'ai pas besoin d'avoir le numéro de document, je monte mon application. Voilà. Donc ça, c'est un élément typique, il n'y a pas de transaction, c'est du pur service. Un autre élément, c'est j'arrive à l'hôtel, j'arrive à 23h, je sais que mon avion va arriver à 21h,
Je ne connais pas cet hôtel. Qu'est-ce qu'il y a à manger dans cet hôtel? Est-ce qu'ils ont un room service? Qu'est-ce qu'ils y préparent? Quels sont les prix? Je vais pouvoir commander mon room service, me dire que j'arrive à 23h. Et éventuellement, on a intégré Uber dans l'application, ce qui fait que comme j'ai prévenu avant pour faire un check-in facilité, que j'arrive à cette heure-là, quand j'ouvre l'application à 21h, il sait que je suis pas loin d'être à l'hôtel. Et il m'a dit peut-être vous avez besoin d'une voiture pour y arriver. J'imagine que ça s'est également traduit par un changement de culture de la part des près de 200 000 collaborateurs du groupe, non? Oui, parce que déjà, dans les 200 000 collaborateurs, vous devez avoir 190 000 hôteliers. Ce qui fait que les hôteliers, c'est un métier traditionnel, qui a ses propres écoles, qui a ses propres enseignements. Donc, beaucoup d'hôteliers doivent appréhender. Avant, un hôtelier, 30 ans... D'ailleurs, aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous allez dans un hôtel, quand vous êtes sur accorhotel.com et que vous regardez le prix d'une chambre, c'est pas Accor qui le fixe. C'est l'hôtelier. Il a des grilles tarifaires, mais s'il a envie d'ouvrir un tarif promotionnel ou de le fermer, c'est lui qui décide. Mais ça, c'est encore des fonctions qu'il a encore en capacité. Mais avant, le directeur de l'hôtel, contrairement au commandant de bord dans un avion, il avait la main et le pouvoir sur tout dans son hôtel. Donc c'est un métier qui est très... Je vis dans un environnement, j'ai mon client qui est devant moi, ce qu'a fait le client avant, ce qu'il fera après, ça ne m'intéresse pas. Or, on sait très bien... Ça, c'était avant, oui. Ça, c'était avant. Et donc, tous ces gens-là qui n'avaient une culture du service que face-to-face, fait que quand même c'est très compliqué pour eux de comprendre que je suis allé dans un Novotel à Lyon et que 3 jours après j'arrive à un Sofitel à Londres. Mon expérience d'arrivée ne peut pas être complètement agnostique de ce que j'ai vécu il y a 3 ans, il y a 3 jours dans un hôtel du groupe Accor. Or, il faut lui expliquer que ce client n'est pas que son client, mais a d'autres choses, a d'autres expériences et a donc un passé et un futur. Donc les avis clients sont évidemment clés. On sait très bien que TripAdvisor est le plus gros site de voyage dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez faire un voyage, la première chose que vous faites, c'est vous vous renseignez. Et vous avez grosso modo accès à toute l'information avant de vous dire, tiens, c'est bien là que je vais réserver. Voilà. Alors, le mobile s'accompagne de beaucoup d'innovations. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines années de la part de votre groupe? On imagine que vous allez beaucoup travailler sur la géolocalisation, on parle beaucoup de réalité virtuelle, on parle peut-être aussi de chatbot. Ça serait quoi pour vous les prochaines Alors, il y a des choses sur lesquelles on a déjà démarré. Quand vous ouvrez l'application aujourd'hui Accor Hotel, vous avez une vingtaine, bientôt une trentaine, une quarantaine d'hôtels en réalité virtuelle. On teste un certain nombre de solutions, qu'elles soient Google 360, qu'elles soient Oculus. Donc alors évidemment, quand on n'a pas l'appareil, on a une expérience. Un simple smartphone suffit aujourd'hui pour. Oui, mais pour alors vous pouvez le faire. Hein, elles sont accessibles, elles sont en bas de la homepage. Vous pouvez le trouver tout seul. Vous avez des hôtels haut de gamme, des hôtels moyenne gamme. Ça donne. On teste différentes solutions. Et cette expérience, par exemple, ça se traduit par de meilleurs taux de transformation pour l'instant, quand les gens peuvent visiter virtuellement. C'est trop tôt parce que déjà, on a, je vous le dis, une vingtaine, une trentaine d'hôtels, donc c'est sur 4000 et quelques, c'est peu. Mais on voit que ce sont des utilisations qui, en général, les gens passent du temps. C'est-à-dire qu'au-delà du simple fait, bon, j'y vais et j'y reste 5 secondes, c'est le gadget, on voit que c'est des choses qui passent du temps. Et surtout, on n'est qu'au début de l'utilisation réelle en termes de génération de business. Je vous donne un exemple. Vous organisez une réunion comme celle-ci. Beaucoup de ce type de réunions se font dans un hôtel. La même réunion, vous pourriez la faire avec 30 tables rondes, avec 5 personnes ou 8 personnes sur chaque table ronde. En tant qu'organisateur de ma réunion, comment va se configurer la salle pour ma conférence A ou pour ma conférence B, sachant que je n'ai pas la même situation? Et ben avec la réalité virtuelle, on est en train de tester des solutions pour pouvoir configurer directement et me rendre compte de comment la salle va... Donc c'est pas juste de projeter l'hôtel. On a une autre chose qui est importante, on parle souvent de vue, les hôtels avec vue, on dit voilà, est-ce que je vais avoir une chambre avec vue? C'est... quelle est la vue que je vais avoir de ma chambre et à quoi elle va ressembler de jour et à quoi elle va ressembler de nuit, voilà, par exemple. Avec la réalité virtuelle, les gens vont avoir envie de plus voyager ou peut-être de moins voyager? Non, je pense que ça ne dit... Je pense que toutes les solutions qui facilitent le voyage et qui donnent envie de voyager multiplient les occasions plutôt que les diminuent. Voilà. Alors, autre sujet dont on a parlé ce matin, les chatbots. Je crois que vous avez racheté John Paul, qui est un service de conciergerie qui est évidemment opéré par des humains aujourd'hui. Humains, tout à fait. Est-ce que demain, on pourrait imaginer des systèmes de conciergerie gérés par une intelligence artificielle? Alors, on y réfléchit. Pour l'instant, ça reste de l'ordre plutôt de l'innovation et de la R&D. Ce qu'on réfléchit plutôt sur le début de l'année 2017, c'est un bot dans une logique plutôt customer care. C'est-à-dire, je suis perdu à un endroit ou dans mon hôtel où j'ai envie de parler à quelqu'un, où j'ai envie d'échanger.
potentiellement dans l'hôtel, alors je peux le faire, mais imaginons je suis sorti de mon hôtel pour aller visiter, puis là tout d'un coup je suis perdu, je sors mon application et je peux chatter, je peux échanger, et donc on va tester des bots là-dessus, sur une solution plutôt care et non pas pour une solution de réservation. Je pense qu'aujourd'hui la technologie n'est pas encore bien prête pour apporter une solution de réservation qui soit finalement plus efficace que le formulaire classique, ville, date, nombre de personnes, et je clique sur le bouton pour voir les solutions. Peut-être une dernière question, si on se projette dans une dizaine d'années, est-ce que accorhotel.com ce sera un site mobile only? Only, je sais pas, first sûrement. Très bien, merci.